أها. أنا الجنب قدام الخليج. بدون تعليق. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien aujourd'hui. Je voulais savoir si vous êtes bien connectés et que si vous voyez mes slides. Veuillez me répondre, s'il vous plaît. Je vous entends. Parfait. Alors, parfait. Il nous reste 5 minutes. On attend vos collègues. Il nous reste 5 minutes. On attend vos collègues. D'accord. OK. Donc, dans 4 minutes, on commencera, Inch'Allah. On va faire aujourd'hui les syndromes drépanocytaires majeurs pour enchaîner avec la thalassémie qui a été vue hier. Et puis, on fera l'hémophilie pour enchaîner avec l'hémostase qu'on a faite hier. À tout à l'heure, alors. À tout. صار جهز افتتاحنا ذوك ديما حنبدا الآخر راح.
Ok. Très bien, on peut commencer? J'attends votre feu vert. Parfait. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui les syndromes drépanocytaires majeurs. Hier, on a abordé le volet thalassémie. Aujourd'hui, on passe à autre chose. C'est quoi la drépanocytose? Les syndromes drépanocytaires majeurs sont des pathologies génétiques les plus répandues dans le monde. Donc, c'est l'affection héréditaire la plus fréquente dans le monde. Il s'agit d'une anomalie qualitative de l'hémoglobine, contrairement à la bêta-thalassémie qu'on a vue hier, où c'était une anomalie quantitative. Donc là, c'est une anomalie fonctionnelle et non pas un défaut quantitatif. Elle est caractérisée par la présence d'une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. S, ça vient du terme sickle. Sickle veut dire, c'est un latin, c'est un terme latin qui veut dire faucille. Faucille, c'est l'outil qui est utilisé pour couper l'herbe, le menjen. Donc, il a la forme d'une demi-lune. Pourquoi? Parce que les globules rouges des contenants de l'hémoglobine S ont cet aspect-là quand ils sont polymérisés. Alors, cette hémoglobine S présente dans le globule rouge a un pouvoir de polymérisation quand elle est soumise à certaines conditions atmosphériques qu'on va voir tout à l'heure. Quand cette hémoglobine S polymérise dans le globule rouge, elle va engendrer une vaso-occlusion. Non pas une thrombose, mais une vaso-occlusion. Cette vaso-occlusion, c'est elle qui est à l'origine de toutes les manifestations aiguës et chroniques qui peut toucher n'importe quel organe du corps, nécessitant ainsi une prise en charge multidisciplinaire. On a dit que c'était une maladie génétique, c'est une maladie héréditaire. Donc, l'anomalie siège au niveau du gène qui code la synthèse des chaînes bêta. Donc, au niveau de ce gène, on va avoir la substitution, on va avoir une mutation, un remplacement de l'adénosine par la thymine, sachant que le gène qui code la synthèse des chaînes bêta se trouve sur le chromosome 11. Alors, mutation au niveau du codon, ça va se répercuter au niveau de la synthèse protéique des chaînes bêta par la substitution donc, de l'acide glutamique par la valine au niveau des chaînes bêta-globines. Donc, on aura des chaînes bêta-globines S. La caractéristique de ces protéines, c'est que l'acide glutamique est hydrophile, qui est la protéine de base initiale d'une hémoglobine A1 normale, d'une chaîne bêta normale, elle est hydrophile. Ça veut dire que elle aime l'eau, elle attire l'eau, ce qui permet au globule rouge d'être bien hydraté, d'une part. Et d'autre part, elle a une charge négative. La valine, par contre, elle est hydrophobe, elle repousse l'eau, donc ce qui engendre une déshydratation du globule rouge. Et elle n'a pas de charge négative, elle a une charge neutre. Ceci, on va le voir dans la physiopathe, les conséquences donc de cette substitution. Alors, on a eu des chaînes de globine bêta, bêta S, donc bêta anormale. Donc, ces deux chaînes bêta vont se coupler avec deux chaînes alpha. Ils vont nous donner une hémoglobine S, une hémoglobine anormale, parce que normalement, A1, c'est 2 alpha, 2 bêta. Et là, on aura l'hémoglobine S, 2 alpha, 2 chaînes bêta S, donc anormale. Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Il n'y a pas de souci? Vous me recevez? Très bien. Alors, c'est une maladie génétique, donc elle est à transmission. Approchez-vous du micro, d'accord. Ok, n'hésitez pas à me faire, s'il y a un souci, à me faire signe. Hein. Donc, c'est une maladie génétique, donc c'est une maladie à transmission héréditaire. Héréditaire autosomale récessive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux parents, il est obligatoire qu'ils soient porteurs de l'anomalie et la transmission se fait au hasard selon la loi de Mendel. Ça veut dire quoi? Si on a le croisement de deux individus
hétérozygote pour l'hémoglobine S. Ça veut dire qu'on a un patient dont l'une des allèles est porteur de l'anomalie, donc la porteur du gène S, et l'autre allèle normale. Le croisement de deux hétérozygotes va donner 25% de sujets malades, 50% de porteurs sains comme les parents et 25% de sujets normaux, non porteurs et non malades. C'est le croisement de deux hétérozygotes. Si on a maintenant le croisement entre un sujet normal, il a deux allèles à une, et deux allèles avec un sujet malade, donc homozygote par exemple, il a deux allèles malades, il va nous donner 100% de sa descendance des porteurs de la maladie des AS et non pas de malades. Alors, les syndromes drépanocytaires majeurs, on va le voir, il y a plusieurs types. Donc là, ce qu'on a vu maintenant, c'est le croisement de deux hétérozygotes qui va nous donner une forme homozygote. Donc, c'est un type de syndrome drépanocytaire majeur. On peut avoir aussi le croisement d'un hétérozygote pour l'hémoglobine S avec un hétérozygote pour l'hémoglobine C. Elle existe, cette hémoglobine C, là aussi, c'est le résultat d'une substitution au niveau du gène qui code la synthèse des chaînes bêta, qui va donner la production d'une chaîne bêta anormale, et le résultat, ça va donner une hémoglobine C. Alors, l'hémoglobine C dans la forme homozygote, elle n'est pas très méchante, elle nous donne un syndrome d'hémolyse chronique, donc une splénomégalie, un syndrome anémique et un subictaire sans plus. Mais on a les hétérozygotes. Quand il y aura le croisement d'un hétérozygote pour la drépanocytose avec un hétérozygote pour l'hémoglobine C, on a 25% de double hétérozygote SC. Et c'est un syndrome drépanocytaire majeur. 25% de sujets normaux à une et 50% d'hétérozygotes de porteurs sains, certains pour la drépanocytose et d'autres pour l'hémoglobine C. Mais 25% de SC, et le SC est un syndrome drépanocytaire majeur, c'est un malade. Le troisième cas de figure, c'est quand vous avez le croisement d'un hétérozygote AS avec un thalassémique mineur qu'on a vu hier. C'est le porteur sain du thalassémique majeur et intermédiaire. Donc, on aura 25% de S-bêta thalassémie qui va hériter de l'allèle S et de l'allèle bêta mineur. Et la S-bêta thalassémie est une forme de drépanocytose. C'est un syndrome drépanocytaire majeur. 25% de sujets normaux, non malades et non porteurs et 50% de porteurs sains, certains pour la drépanocytose et les autres pour la thalassémie. Donc, c'est très important de connaître la génétique et la transmission pour pouvoir classer vos syndromes drépanocytaires majeurs. Et on a trois gros chapitres. On a la forme homozygote, on a la double hétérozygote S-bêta thalassémie, dans laquelle on peut avoir la S-bêta 0 si on n'a pas de production du tout de chaîne bêta, comme on l'a vu hier dans la thalassémie, ou une S-bêta plus si on a un déficit partiel et on a une production de petites quantités de chaîne bêta. Et la dernière, c'est la SC. C'est très important de connaître les différents types génétiques parce que la symptomatologie clinique n'est pas la même. La sévérité n'est pas la même. L'homozygote est plus sévère que la S-bêta 0, qui est plus sévère que la S-bêta plus, qui est plus sévère que la SC. Alors, sur le plan épidémiologique, où est-ce qu'on trouve cette drépanocytose? La drépanocytose, initialement, c'était une maladie du continent africain. Il n'y avait pas ailleurs, partout dans le monde. Mais dans le temps, avec les flux d'esclaves, les marchés d'esclaves, et maintenant avec les flux migratoires, on la trouve un peu partout dans le monde. On la trouve un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Alors, chez nous, en Algérie, on est une zone endémique de drépanocytose, donc surtout le nord-est du pays. Plusieurs études ont été réalisées dans le pays. Ils ont montré qu'on était une zone endémique, donc la région de Jijel, le Khol, Skikda, Annaba, le Tarf et le Qala est une zone endémique de drépanocytose. Alors, sur le plan physiopathologique,
qu'est-ce qu'on a? On a dit que le résultat, c'était la production d'une hémoglobine S. C'était une hémoglobine anormale qui a des capacités particulières. C'est qu'elle est hydrophobe, ça veut dire qu'elle repousse l'eau et qu'elle perdait les charges négatives qui permettaient un petit peu aux molécules d'hémoglobine d'être un peu dispersées dans la cellule. Ce que vous voyez ici, ce sont des molécules d'hémoglobine dans un globule rouge qui est bien oxygéné, contenant de l'hémoglobine normale A1 ou même de l'hémoglobine S, mais à l'état oxygéné. Donc, vous le voyez, le résultat, c'est ça. C'est un globule rouge discoïde, donc biconcave. Et on a dit hier que le globule rouge, c'est grâce à sa membrane cytoplasmique qui est douée d'une grande plasticité, de déformabilité. Ça lui permet de passer la microcirculation et d'aller assurer sa fonction principale qui est l'oxygénation des tissus. Dans certaines conditions atmosphériques, telles que par exemple une situation d'hypoxie, il va y avoir une désoxygénation de cette hémoglobine S. Et donc, cette hémoglobine S, elle va se disposer en filaments. Vous les voyez ici, ce que vous voyez, c'est en microscopie électronique. C'est des filaments qui vont des fibres et on est dans le globule rouge. Vous le voyez ici. Ces fibres-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller altérer la membrane cytoplasmique et donner un aspect de faucille, un aspect de demi-lune. Ce sont les drépanocytes. Ces drépanocytes, étant donné qu'il y a des altérations membranaires, ils ne peuvent pas passer la microcirculation et ça va donner une vaso-occlusion. Donc, on le voit ici dans un petit vaisseau. Ces cellules falciformées, ces cellules déformées ne peuvent pas traverser. Donc, la paroi vasculaire ne peut pas traverser le vaisseau et ça peut siéger dans n'importe quel organe du corps et automatiquement, il va y avoir une souffrance de l'organe qui attend l'arrivée de son oxygène et ça va être à l'origine de différentes manifestations aiguës au début et avec le temps, elles vont se répéter ces manifestations aiguës pour donner après des complications chroniques dégénératives. Donc, vous le voyez ici, le globule rouge, il était discoïde. Après, il est falciformé par la formation de ces filaments hélicoïdaux et donc une stase. Qu'est-ce qui donne cette polymérisation de l'hémoglobine S? D'abord et principalement, c'est l'hypoxie. Une diminution de la pression en oxygène, quelle que soit l'origine de cette hypoxie, ça engendrera cette polymérisation et cette falciformation. L'acidose aussi contribue quand on a un pH bas au niveau corporel. La fièvre, parce qu'elle donne une déshydratation, une perte d'eau, et tout ce qui est à l'origine d'une déshydratation, des vomissements, des diarrhées, des bains de soleil, la sueur excessive. Donc, tout ça, ça risque de donner une déshydratation donc, du globule rouge et une falciformation de ce dernier. Alors, d'autres facteurs interviennent aussi dans la vaso-occlusion, dans la falciformation. C'est quand vous avez un taux de globules blancs qui est important ou un taux de plaquettes qui est important. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la circulation sanguine, il y a des cellules. À un moment donné, si vous avez une hyperleucocytose ou une hyperplaquétose, vous allez avoir une cellularité qui est très importante et donc il va y avoir une densité cellulaire importante. Donc le sang va être un peu épais, ça circule moins et quand ça circule moins, le globule rouge va rentrer en contact avec la paroi vasculaire, avec l'endothélium. Et le contact du globule rouge avec la paroi vasculaire, donc il va coller à la paroi vasculaire et ça va engendrer sa falciformation. Donc, ça va donner la formation de drépanocytes, d'une part. D'autre part, ce globule rouge qui est falciformé, c'est un globule rouge qui va hémolyser, qui va être détruit non seulement au niveau du système réticulo-endothélial, et ça sera une hémolyse intratissulaire, mais également il peut y avoir un certain degré d'hémolyse intravasculaire dans le vaisseau en lui-même, parce qu'il est en pleine circulation, il va buter contre la paroi vasculaire, il va casser ce globule rouge. Et quand il va casser, il va libérer de l'hémoglobine libre. Et l'hémoglobine libre au niveau plasmatique, elle va inhiber un produit qui est très important pour le tonus vasculaire, qui est le NO.
le monoxyde le monoxyde d'azote. Et c'est un vasodilatateur. Donc, si elle inhibe ce NO, cette hémoglobine libre, on aura un défaut de vasodilatation, on va avoir une vasoconstriction. Cette vasoconstriction va permettre aussi de coller les globules rouges à la paroi vasculaire et donc on rentre dans un cercle vicieux. Le résultat, c'est quoi? Vous avez des vaso-occlusions, des accidents de vaso-occlusion répétés. C'est une maladie chronique. Cette hémoglobine S, elle est toujours là. Et à chaque fois qu'elle est soumise à certaines conditions, elle va polymériser. Donc, ça va être à l'origine de manifestations aiguës. On va le voir tout à l'heure en détail. Mais ces manifestations aiguës, elles vont se répéter dans le temps. Et bien sûr, les organes qui sont soumis de façon cyclique et régulière à des situations d'oxygénation, désoxygénation, oxygénation, désoxygénation, ils vont s'altérer et ça va donner des dégénérescences organiques et ça va donner des complications chroniques. Par ailleurs, le globule rouge, à un moment donné, il est discoïde. Soumis à certaines situations, il va devenir drépanocyte, falciformé. Une fois que la situation qui a engendré cette falciformation est levée, il va reprendre sa forme discoïde, mais ça risque de reprendre, le cycle va reprendre. À un moment donné, il va rester drépanocyte et on aura des drépanocytes irréversibles. Et ce sont des drépanocytes qui vont être dégradés, qui vont être détruits parce qu'ils vont passer dans le système réticulo-endothélial, principalement au niveau de la rate. Les macrophages vont les reconnaître comme étant des cellules anormales, ils vont les détruire et on aura un tableau d'anémie hémolytique donc chronique. Alors, la falciformation, on le voit ici, elle peut se manifester, elle peut siéger dans n'importe quel territoire de l'organisme. Donc, moi, je dis toujours que la drépanocytose, c'est un iceberg. Ce qu'on voit apparent, c'est les crises vaso-occlusives, mais ce qui est profond, ce sont les complications dégénératives qu'il faut rechercher de façon systématique par un bilan annuel pour dépister ces complications et les prendre en charge précocement. Quels sont les facteurs déclenchants de cette polymérisation? Il faut les connaître parce qu'on doit éduquer le malade pour qu'il évite de s'exposer à ces facteurs-là. D'abord, les situations de déshydratation. Alors, les situations de déshydratation, c'est tout ce qui est vomissement, diarrhée, la prise d'alcool, la transpiration importante, par exemple, et également la chaleur excessive. Les drépanocytaires, on leur proscrit d'aller au bain mort, le hammam. Pourquoi? Parce qu'il y a de grosses températures et ils perdent beaucoup d'eau, ils suent et là, ça risque de déclencher des crises vaso-occlusives. On leur interdit aussi, mais pas de façon absolue, d'aller en mer. Et s'ils doivent y aller, c'est de ne pas rester plus d'un quart d'heure dans l'eau salée. Pourquoi? Parce que l'eau salée, donc par phénomène d'osmose, on va avoir une déshydratation cellulaire. Ramadan chez nous pose un problème parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas faire le jeûne, on va le voir dans le traitement, il faut qu'ils prennent de l'eau sur 24 heures, pratiquement 3 litres d'eau par 24 heures, mais les gens qui font le jeûne tombent dans une situation de déshydratation et ça déclenche les crises vaso-occlusives. Deuxième facteur déclenchant, c'est l'hypoxie, quelle que soit l'origine de l'hypoxie. L'altitude, par exemple, les gens qui habitent à Annaba drépanocytaire, quand ils vont monter à Seraïdi, ils vont faire une crise vaso-occlusive parce qu'ils n'ont pas l'habitude de l'altitude. Pourquoi? Parce que la pression en oxygène chute à ce niveau-là. Tout ce qui est maladie de la sphère ORL ou pleuropulmonaire, le renflement, obstruction des voies aériennes, ça donne une hypoxie surtout la nuit et ça donne donc des crises vaso-occlusives. Les rhinopharyngites, quelle que soit l'origine, qu'elle soit allergique ou infectieuse, donnent une obstruction donc nasale et ça donne une hypoxie. L'asthme aussi, c'est un gros problème chez les drépanocytaires. À l'origine donc d'hypoxie, bien sûr, tous les événements pulmonaires, une pneumopathie, une bronchite, une bronchopneumopathie sont à l'origine donc de ces situations-là. Le troisième facteur pouvant provoquer une falciformation, ce sont toutes les inflammations, toutes les situations inflammatoires, quelle que soit l'origine de ces situations-là. Pourquoi? Parce que l'inflammation, et vous le savez, au cours de ces mécanismes-là, on a une libération de cytokines, on a une libération de nombreuses protéines inflammatoires, on est dans une circulation sanguine, donc il va y avoir une densité sanguine qui est très importante, et cette densité, on l'a vu tout à l'heure, pour les globules blancs et les plaquettes, c'est aussi pour les cytokines valables, vont aller engendrer une adhésion des globules rouges à la paroi vasculaire et donc engendrer leur falciformation. Le stress,
Le stress, quelle que soit l'origine du stress, passer un examen chez un drépanocytaire, ça peut déclencher des crises vaso-occlusives, des chocs émotionnels. Pourquoi le stress? Parce que c'est à l'origine donc de vasoconstriction vasculaire suite à la décharge d'adrénaline. Donc c'est pour cela que certains malades qui sont très émotifs, qui ont des drépanocytoses assez sévères, on les prépare à des examens. Par exemple, quand ils vont passer leur bac, on leur fait des échanges transfusionnels pour essayer de réduire cette hémoglobine S. La corticothérapie est aussi un facteur déclencheur de crises vaso-occlusives et de crises vaso-occlusives graves, telles qu'un syndrome thoracique aigu. Cette fois, le syndrome thoracique aigu, c'est une occlusion au niveau d'un vaisseau pulmonaire. C'est pour ça que la corticothérapie est contre-indiquée chez le drépanocytaire, mais dans certaines situations où il faut la mettre, par exemple quelqu'un qui fait un œdème de cuite, quelqu'un qui fait de l'urticaire, quelqu'un qui fait une crise d'asthme, on ne va pas le laisser suffoquer. Alors, on lui donne sa corticothérapie, mais on contacte son médecin hématologue pour mettre en place un programme d'échange transfusionnel pour essayer donc de réduire l'hémoglobine S. Échange transfusionnel, c'est une exsanguino-transfusion, on va le voir dans le traitement. Alors, sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on aura? Sur le plan clinique, c'est une maladie qui est génétique, donc c'est une maladie qui est chronique, c'est une maladie qui est ponctuée d'événements aigus, donc c'est les crises vaso-occlusives, mais avec le temps, on va voir s'installer des complications dégénératives, donc chroniques. Ce qu'il faut savoir que la symptomatologie, elle varie au sein d'une même fratrie. Dans une famille, si on a 2-3 drépanocytaires, ils peuvent ne pas avoir la même symptomatologie. Quelqu'un va avoir une forme sévère, l'autre non. Et ceci est en rapport aussi, comme on l'a vu hier, avec des facteurs atténuateurs, généralement génétiques. Chez un patient lui-même aussi, durant sa vie, l'histoire naturelle de la drépanocytose varie. Chez le nourrisson, on a certaines symptomatologies, chez l'adulte d'autres, chez l'adolescent d'autres, et puis chez l'adulte d'autres manifestations. Alors là, c'est une pathologie qui est complexe parce qu'elle touche à tous les organes et elle est polymorphe. On l'a vu dans la génétique que les différents types génétiques, la symptomatologie de ces derniers était variable. La forme homozygote est plus sévère que la forme S-bêta-0, qui est plus sévère que la S-bêta+, qui est plus sévère que la SC. Alors, comment elle va se manifester, cette drépanocytose, dans la vie du même patient? Alors, avant l'âge de 5 ans généralement. Alors, déjà, chez le nourrisson, entre 0 et 2 mois, elle est asymptomatique, mais même jusqu'à 6 mois, pour certains, elle est asymptomatique. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu hier, quand on a fait le rappel en l'ontogénèse, les différentes fractions d'hémoglobine, quand est-ce qu'elles vont apparaître réellement? L'individu aura un profil électrophorétique d'un adulte à partir de 6 mois de vie. C'est-à-dire là, le gène gamma s'arrête complètement à produire et on va avoir que de la A1, de la A2, et la F, elle est sous forme de trace ou absente. Donc, durant cette première période jusqu'à 6 mois, le patient il est protégé par la présence d'une certaine quantité d'hémoglobine fœtale dans ce globule rouge. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine fœtale, quand elle est présente avec l'hémoglobine S, elle inhibe la polymérisation de l'hémoglobine S. Donc, elle joue le rôle protecteur de l'hémoglobine S. Mais à partir de 6 mois de vie, le plus souvent, là, c'est le switch. Le gène gamma s'est arrêté de fonctionner et donc la F généralement va disparaître, sauf dans certaines situations particulières où il peut persister et être fonctionnel et c'est tant mieux pour le malade. Alors, à partir de cette période-là et durant la première enfance, qu'est-ce qu'il va faire le patient? Il va faire essentiellement des crises douloureuses. Alors, ces crises douloureuses peuvent siéger dans n'importe quel territoire, mais essentiellement au niveau des pieds, au niveau des mains. On a une splénomégalie, il peut faire une vaso-occlusion au niveau de la rate et ça va donner une rate très douloureuse et qui va augmenter encore de volume. Et il fera aussi un risque plus accru d'infection, surtout des infections à pneumocoque. Et c'est l'âge où on va dépister, on va le voir tout à l'heure, une vasculopathie cérébrale. Alors, après la première enfance, la deuxième enfance et l'adolescence, ils vont faire aussi des crises vaso-occlusives parce qu'on ne fait pas attention, on ne respecte pas les consignes données, on n'évite pas les facteurs déclencheurs de cette polymérisation, mais on note une diminution des épisodes infectieux parce qu'il a acquis une certaine immunité. Bien, alors, ensuite, alors,
Alors, après l'âge de 15 ans, donc à l'âge adulte, là, on a beaucoup plus des complications dégénératives. Donc, le sujet fait plus attention à lui, il évite les facteurs déclenchants. Et à l'âge adulte, on a surtout des complications dégénératives qu'on va rechercher par des bilans systématiques. Alors, en phase donc la vie du drépanocytaire, elle est scindée en deux étapes. Il y a une phase intercritique, une phase d'accalmie, et on a la phase des complications aiguës. Alors, la phase d'accalmie, la phase intercritique, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'il y a un retard staturopondéral, oui, mais ce qui n'est pas aussi prononcé que dans la bêta-thalassémie, pourquoi? Parce qu'il y a un ralentissement du métabolisme de base. Il y a un taux d'hémoglobine qui est bas, et donc les divisions cellulaires, tout ça se fait de façon ralentie. Ce qu'on aura aussi, on aura un syndrome anémique puisqu'on a une hémolyse intratissulaire, on a le subictère et on aura la splénomégalie. Alors la splénomégalie, ce qu'il faut savoir, c'est que elle est là jusqu'à l'âge pratiquement de 8 ans. Dans la forme homozygote, elle va disparaître après l'âge de 8 ans. On assiste à une autosplénectomie, une disparition de cette rate. Pourquoi? Parce qu'elle sera le siège, elle aussi, de vaso-occlusion. Et j'ai dit tout à l'heure que vaso-occlusion répétée, ça va altérer l'organe, ça va donner une atrophie de cette rate. Par contre, dans la S-bêta-thalassémie et dans la SC, cette rate va persister jusqu'à l'âge adulte. Alors, qu'est-ce qu'on aura sur le plan biologique? Ce qui permettra de poser le diagnostic, c'est l'hémogramme. Donc, l'hémogramme, en fonction du type de drépanocytose, on a des variations. Alors, dans la forme SS et dans la forme S-bêta-0, c'est des formes qui se rapprochent sur le plan phénotypique et même sur le plan biologique, on a des taux d'hémoglobine qui varient entre 7 et 9 grammes par décilitre. C'est une anémie qui est dans la forme homozygote normocytaire ou macrocytaire. Dans la S-bêta-thalassémie, elle est microcytaire parce qu'il y a la thalassémie associée. Dans la SC, elle est normocytaire. Ce qu'il y a comme particularité dans la SC, dans la S-bêta+, parce que là, l'hémolyse, elle est moins sévère dans la forme homozygote et S-bêta 0, c'est que vous avez des taux d'hémoglobine qui sont assez importants quand même, qui peuvent atteindre même les 12 grammes d'hémoglobine. Alors, le taux de rétique, contrairement à la thalassémie, la drépanocytose est une anémie hémolytique et très régénérative. Donc, vous voyez un taux de réticulocyte qui est très élevé, donc pouvant dépasser les 200 000 éléments par millimètre cube. On n'a pas d'anomalie pour les globules blancs ou les plaquettes, sauf si on a une infection pour les globules blancs, si on a une hémolyse et à ce moment-là aiguë, importante, où la moelle elle est hyperactive et elle va larguer les érythroblastes, comme on a vu hier. Il y en aura des érythroblastes circulants. Les plaquettes, quand vous avez l'autosplénectomie dans les formes homozygotes, on peut avoir une hyperplaquettose, assister à une hyperplaquettose qu'il faut rechercher et qu'il faut lutter contre cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, ils risquent de déclencher eux-mêmes la polymérisation donc, de cette hémoglobine S. Au frottis sanguin, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la présence donc de drépanocytes. On va les voir au frottis sanguin. Vous savez, vous l'avez fait au premier cours, qu'une FNS sans frottis sanguin ne veut absolument rien dire. Ensuite, on a des tests maintenant qui sont révolus, on ne les fait plus, mais il faut les connaître et connaître le principe. On a le test de falciformation. Avant, qu'est-ce qu'on faisait quand on suspectait une drépanocytose? On prenait une goutte de sang du patient et on la mettait en contact avec un produit, c'était le métabisulfite de sodium, qui créait un état de désoxygénation pour les globules rouges. Il va les rendre, donc, il va déclencher cette falciformation et on remarque au microscope l'apparition de ces drépanocytes. Donc, on dira que le test de falciformation est positif. Ça veut dire que les globules rouges du sujet contiennent de l'hémoglobine S. Mais il ne vous permettra pas, ce test, de faire la différence entre une forme hétérozygote ou une forme homozygote. Ce qui permet de poser le diagnostic avec certitude, ce sont les électrophorèses de l'hémoglobine. Attention, ce ne sont pas les électrophorèses des protéines. Les électrophorèses de l'hémoglobine qui permettent de séparer les différents types d'hémoglobine en fonction de leur charge électrique. Là, ce que vous voyez, c'est des bandes et chaque colonne, c'est un individu. Et on voit les différents types d'hémoglobine. Ici, par exemple, vous avez de l'hémoglobine C, vous avez de l'hémoglobine A1, donc c'est un AC. Celui-là, par exemple, il a de l'hémoglobine A1, il a de l'hémoglobine S, donc c'est un AS. Celui-là, il a de l'hémoglobine A1, il a de l'hémoglobine F, donc c'est probablement un thalassémique.
un bêta plus thalassémique. Et c'est comme ça qu'on classe donc les différents types d'hémoglobine. Après, on ne va pas faire passer cette bande dans un automate qu'on appelle le spectrophotomètre. Il va nous donner donc il va nous donner le pourcentage de chaque fraction d'hémoglobine et ainsi donc on va identifier et classer nos patients. Alors, maintenant, les résultats de ces électrophorèses d'hémoglobine varient en fonction du type génétique. On est d'accord? Dans la forme homozygote, moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est qu'on parle de syndrome drépanocytaire majeur. Donc, il faut garder en tête pour interpréter ces électrophorèses d'hémoglobine que l'hémoglobine S doit être majoritaire. C'est le pourcentage le plus important. Donc, dans la forme homozygote, la S sera majoritaire, la A2 sera normale, la A1, elle est absente parce que je n'ai pas de chaîne bêta normale produite. Et l'hémoglobine F fœtale, elle est variable. Elle peut être absente comme elle peut être présente avec des taux qui peuvent atteindre les 20%. Dans certaines formes, comme on l'a vu dans la thalassémie de drépanocytose, le gène gamma ne peut ne pas s'arrêter de fonctionner et continuer à produire des chaînes gamma qui vont se coupler avec alpha et donner de l'hémoglobine fœtale. Et c'est tant mieux pour le malade parce que la présence d'une hémoglobine fœtale dans un globule rouge drépanocytaire va empêcher la polymérisation et donc la symptomatologie clinique sera moindre. Dans la forme S-bêta thalassémique, dans la forme S-bêta 0, donc on est dans un syndrome drépanocytaire majeur, donc l'hémoglobine S, elle est majoritaire. On a une bêta-thalassémie, donc la A2 est supérieure à 3,3%. C'est une bêta 0, donc absence de production pour cet allèle de bêta. J'aurai une A1 absente. Et la F, bien sûr, elle est variable. Pour la S-bêta+, c'est le même profil, mais comme j'ai une production d'une petite quantité de chaîne bêta, donc je vais avoir une A1 qui est présente, mais dont le taux est souvent inférieur à 15%. La SC, c'est pratiquement 50-50. J'aurai plus ou moins 50% de S et un taux inférieur ou égal à 50% de C. On n'a pas le droit de donner le diagnostic de typer de façon formelle le type de drépanocytose sans avoir eu recours à réaliser des électrophorèses de l'hémoglobine chez les parents. Donc, cette électrophorèse de l'hémoglobine, qu'est-ce qu'elle va nous donner? S'il s'agit d'une forme homozygote, il est obligatoire que les parents soient tous les deux hétérozygotes. Si c'est une forme S-bêta-thalassémique, donc l'un des parents a donné le trait drépanocytaire, il sera AS, ça veut dire qu'il aura 50% de A1 pratiquement et 50% de S et une A2 normale. Et l'autre parent sera bêta-thalassémique mineur, c'est-à-dire à l'hémogramme, il aura une pseudopolyglobulie microcytaire avec un taux d'hémoglobine A2 supérieur à 3,3%, c'est ce qu'on a vu hier. C'est la même chose pour le S-bêta+. Pour le SC, l'un des parents sera porteur du trait drépanocytaire, il sera AS, et l'autre sera AC. Alors, quelles sont les complications aiguës que risque de faire le patient? C'est les complications bruyantes quand il est soumis à certaines conditions atmosphériques qui vont engendrer la polymérisation de l'hémoglobine S. D'abord, ce sont les crises douloureuses. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypoxie, parce qu'il y a un défaut d'oxygénation, il y a une vaso-occlusion, on l'a vu dans la physiopathe, et il y a un défaut d'oxygénation du tissu, et donc il va souffrir, et l'un des signes de la souffrance, c'est la douleur, ensuite c'est l'œdème qui va s'installer. Alors, cette douleur, cette crise vaso-occlusive, elle peut être simple au niveau ostéo-articulaire le plus souvent, parce que vous savez que c'est au niveau des métaphyses qu'il y a une microcirculation. Donc, c'est une vaso-occlusion. Donc, ça va obstruer, si ça soit obstrué à ce niveau-là, ça va donner des douleurs très importantes. C'est ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives simples, non spécifiques d'organes. C'est les segments osseux. Maintenant, on peut avoir une localisation dans les différents organes. Je peux avoir une localisation au niveau pulmonaire et j'aurai un syndrome thoracique aigu, une localisation au niveau abdominal. Je peux avoir une séquestration splénique ou un tableau chirurgical même par ileus réflexe paralytique. Je peux avoir au niveau cérébral un accident vasculaire cérébral. Je peux avoir au niveau des corps caverneux, au niveau de la rate, au niveau du foie, au niveau du rein. Tous les organes peuvent être touchés. Alors, on va commencer par les crises vaso-occlusives, donc ostéo-articulaires. Elles peuvent se situer dans n'importe quel segment